Radio J. Géopolitique le MAG. Steve Nadjar. Radio J. C'est l'heure de retrouver comme tous les jeudis Léa Landman. Bonjour Léa. Bonsoir. Et merci, bonsoir même, merci d'être avec nous pour cette dernière de la saison Léa. Depuis le 7 octobre, on parle d'alliances régionales, d'ennemis et d'alliés. Léa, comment en est-on arrivé là et comment s'est faite cette démarcation et comment se présente-t-elle aujourd'hui ? Alors on va commencer par comment ça se présente. D'accord. Donc, on a d'un côté l'Iran et ce qu'on appelle l'axe de résistance. Comprenez, Steve, évidemment, l'axe de résistance. Avec des guillemets. Contre Israël. D'abord avec les guillemets et deuxièmement contre Israël, surtout. Donc, cet axe est dirigé par l'Iran. Il comprend des milices islamiques d'Irak, de Syrie, le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen, le Hamas et le djihad islamique. Alors, cet axe est en train de créer en fait un étau chiite, principalement qui va de l'Iran en passant par l'Irak, le Liban, la Syrie et le Yémen, en fait, d'est en est, ce qu'ils appellent en Israël « ring of fire », un anneau de feu, en fait. Avec beaucoup de pression sur la Jordanie également, qui est composée de 70% de Palestiniens et de descendants palestiniens sunnites, donc, mais quand même ralliés à la cause. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on a ? C'est-à-dire face à l'axe de résistance. Ben, évidemment, de l'autre côté, on a Israël et puis arabes modérés à majorité sunnite. Comme on a pu le voir la nuit du 13 avril, quand l'Iran a attaqué Israël d'ailleurs, c'était très clair. Et n'en déplaise aux étudiants sur les campus, aux mélanchonistes, aux squads américains, encore à la Russie et à la Chine, au moment de vérité, les intérêts se sont alignés, surtout un gros travail américain en fait d'avant, qui coordonne ce genre de coopération depuis des années. Et tout ça dans un cadre international de compétition entre les puissances. Alors, Great Power Competition. Avec l'accent, s'il vous plaît. Avec l'accent, s'il vous plaît. Et quand on commence à discuter de cette idée à Washington en 2017, on parle de deux grandes puissances, donc les États-Unis et la Chine, et d'une moyenne puissance, la Russie. On parle d'autres pays moyens, mais on va se concentrer sur ces trois-là pour l'instant. Donc les États-Unis dominent cette ère émergente, imposant leurs normes et institutions pour les interactions mondiales. Mais cependant, les objectifs stratégiques de la Chine et de la Russie sont incompatibles avec ceux des États-Unis, ce qui a ravivé en fait un modèle historique de compétition entre les grandes puissances dans un système international. C'est pas encore la guerre froide, même si j'ai vu qu'à l'automne allaient sortir quelques bouquins sur les nouvelles guerres froides, etc. Mais je crois pas qu'on y soit encore. On en reparlera peut-être à ce moment-là. Exactement, on en reparlera. Les grandes puissances se disputent ces avantages dans 5 catégories distinctes. Et en fait, on peut voir depuis le 7 octobre exactement où ça se joue. Donc la politique et la diplomatie, idéologie, information et technologie, militaire et économique. Les États appliquent leurs capacités de puissance, par exemple les outils de politique étrangère, dans toutes ces catégories. À ça, il faut rajouter une idée, que d'ici 2030, benchmark, les mesures classiques du pouvoir... C'est déjà demain. C'est déjà demain, mais en fait, on parle toujours de 2030 comme si ça allait arriver. La taille de population, le PIB, les dépenses militaires et les détenteurs classiques du pouvoir, c'est-à-dire les États, seront différents. Là, ce seront les villes, les régions, les entreprises, les mouvements transnationaux qui détiendront le pouvoir et celui-ci ne comptera plus autant que l'influence. Et là, je voudrais citer un centre de recherche européen qui dit « Les principaux déterminants de cette influence seront le nombre et la qualité des relations bilatérales et multilatérales. L'influence sera déterminée par les flux commerciaux et l'aide humanitaire et développement, plutôt que par la puissance économique et par les transferts d'armes et de technologies, plutôt que par les dépenses militaires. » Bon, on peut continuer, mais l'idée est comme ça. Le soft power des États et la capacité d'inspirer les autres gagneront également en importance. Cela signifie que les valeurs ne se démoderont pas et que les États partageant des valeurs similaires continueront de se rapprocher, d'un côté comme de l'autre, c'est-à-dire des valeurs démocratiques ou libérales, etc. Ça signifie que les États devront créer autant d'alliances que possible avec d'autres États, organisations, villes, ONG, etc., afin de faire avancer un agenda national, régional et mondial. Alors, les lignes de cette compétition ne sont pas encore clairement définies. On en a parlé, c'est la technologie, le commerce, les ressources, les armes, l'espace, les voies maritimes, la région arctique. Enfin, il y a beaucoup de choses que ça délimite. Léa, pardon, mais quel rapport avec notre sujet ? Je me suis demandé à quel moment vous allez me poser la question. Voilà la question. Eh bien, parce que cette compétition, en fait, elle crée des nouvelles dynamiques. Puisqu'il y a des gros pôles d'influence, il faut décider avec qui on est. Et entre autres au Moyen-Orient, parce que sinon, c'est vraiment pas drôle. Donc, un clivage d'un côté, mais une nécessité de créer des alliances régionales de l'autre. Alors, la politique étrangère américaine, qui a comme but, vous vous souvenez, de se désengager du Moyen-Orient, on laisse tomber la reconstruction, les décennies de guerre contre les acteurs non étatiques, le pivot, avec focus, l'Asie. Bon, mais ça, c'était évidemment sans compter le 7 octobre, sans compter avec le 7 octobre. Et du coup, les États-Unis, c'est vrai qu'ils mènent la danse, ou plutôt ils naviguent les eaux troubles. La Russie et la Chine ont pris position.
l'une directement, l'autre en retrait. La Russie d'abord, très impliquée au Moyen-Orient, surtout en Syrie, où elle a établi le port de Latakia qui lui donne accès à la Méditerranée. La Russie protège le régime d'Assad depuis son intervention en 2015. Mais en fait, il y a eu un changement. Parce que si au début, Israël et la Russie coordonnaient en fait ce qui se passait en Syrie, La guerre en Ukraine a marqué une rupture. Une grosse rupture. Importante. Oui, parce que maintenant, les Russes dépendent en fait des drones et des armes iraniens. Ce qui veut dire que pour les Israéliens, quand même, ils ont passé la barrière. Mais une chose intéressante qui est en train de s'éroder, je pense maintenant, c'est qu'au début de la guerre, d'après un journaliste israélien, Ehud Yahari, c'est un journaliste militaire que j'adore aussi, mais je suis contente. Et que mon père adore aussi. Bon alors vraiment, voilà. Donc Ehud Yahari, papa de Steve. Voilà. Lui, il a écrit dans une de ses recherches, il dit qu'en fait, au début de la guerre, les Russes ont dit aux Iraniens, les ont prévenus, vous laissez la Syrie en dehors de ce conflit. Okay, donc on voit quand même des armes qui passent, des missiles. On voit de temps en temps que les Israéliens attaquent. Mais juste que ces derniers jours, ça restait quand même contrôlé. Là, on a quand même l'impression que ça bouge un peu en Syrie. On verra comment ça se développe. Mais en tout cas, les Russes étaient hyper clairs avec ça. En ce qui concerne la Chine, finalement, c'est plus simple. La Chine n'a toujours pas condamné le Hamas, je vous rassure. Mais elle a bien condamné la riposte israélienne. En revanche, elle ne voit vraiment aucun bénéfice à s'impliquer profondément dans cette guerre entre Israël et le Hamas, ni dans l'instabilité régionale croissante associée à ce conflit, comme par exemple dans la mer Rouge. Malgré son empreinte économique et diplomatique, qui est croissante au Moyen-Orient, la région reste relativement éloignée dans l'esprit des Chinois et ils vont continuer à parler de paix sans vraiment s'impliquer plus que ça pour le moment. Peut-être un mot sur les États-Unis. Je le dirai jamais assez, Steve, mais vraiment, la réaction du président Biden au 7 octobre a été exemplaire en ce qui concerne Israël. C'est important de le rappeler en ce moment. Et c'est vraiment important de le rappeler en ce moment parce que je pense sincèrement que c'est le dernier président sioniste qu'on aura pour un petit moment. Si on aura un autre président sioniste, il faut le rappeler, après, toutes les décisions seront des décisions en fonction de la stratégie, enfin de la sécurité américaine et des intérêts américains. Mais Biden est profondément sioniste. Alors, sa prise de position, pas que, maintenant je peux le dire, pas que, aura évidemment un prix électoral sans précédent. Mais les États-Unis ont protégé Israël à tous les niveaux, diplomatiques, économiques, même domestiques. Donc, les Américains ont des intérêts énormes dans la région et sont aujourd'hui la puissance dominante avec des bases militaires un peu partout, contrairement aux Russes. Donc, quand même, ils sont implantés au Moyen-Orient. La plus grande se trouve au Qatar. Et bien que critiqués pour leur hypocrisie, leur deux poids, deux mesures, vous connaissez très bien ce discours, les États-Unis ont prouvé, je pense, aux alliés régionaux qu'au moment de vérité, ils annonçaient présent. Et c'est ça, en final, qui manquait aux alliés du Moyen-Orient. C'est de savoir qu'ils ont quelqu'un derrière eux. Parce que c'est une question qui taraudait beaucoup, notamment les Saoudiens. Exactement, parce que autant ils ne savaient pas s'ils pouvaient faire confiance aux Américains, ils savaient pertinemment qu'ils ne pouvaient faire absolument pas confiance, ni aux Chinois, ni aux Russes. On revient à ces alliances-là. Si certains pays, notamment Israël, l'Égypte, la Jordanie, sont dans la team US, d'autres, comme l'Iran, sont dans la team Chine-Russie. D'autres, pour la plupart, essayent d'équilibrer entre les États-Unis et la Chine sans prendre position. Mais si on se base sur le pré-7 octobre sur certains sujets, notamment la technologie, les États-Unis vont imposer un choix à faire. Alors, les États de la région... Il nous reste une minute. Il nous reste une minute. Les États de la région, ce qui est intéressant de voir, il y a eu des alliances. La Turquie et l'Égypte sont rabibochés. Mais ça, il y a quelques jours avec une déclaration d'Erdogan. Exactement, mais ça a commencé encore avant le 7 octobre. On a vu que les Chinois ont fait un deal entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, etc. On a l'impression que des alliances se font beaucoup plus fortement qu'avant. Mais ce qu'on a vu surtout après le 7 octobre, c'est que l'état de la région n'a pas vraiment changé. Ça n'a pas changé les alliances. OK, on a un problème entre Israël et la Turquie. Je ne crois pas que ça a un rapport. En général, je pense qu'Erdogan cherchait à se repositionner. Il y a une chercheuse israélienne très connue qui s'appelle Galia Lindenstrauss, qui est spécialiste de la Turquie. Elle a été très surprise par ce qui s'est passé en Turquie. Il n'y a pas eu énormément de réactions. C'est quand même une guerre commerciale. Donc, en fait, les alliances tiennent pour l'instant, plus ou moins, mais elles tiennent. Et ça, je trouve ça vraiment très, très intéressant dans une région aussi instable. Mais ça veut dire aussi que les moyennes puissances donc, essayent de tisser leur réseau d'influence de manière intelligente dans cette compétition entre les puissances. On ne peut pas, je crois, déconnecter vraiment cette affaire. Un mot de conclusion, Léa ? Conclusion, en fait, j'ai envie de vous dire, Steve, que
tout dépend d'un leadership hyper courageux. D'accord ? Dans le camp US, dans le camp Iran, à un moment, enfin d'ailleurs, je laisse tomber le camp Iran, on n'a aucun impact là-dessus. Mais dans le camp US, on a quand même des pays très, très différents. Il y a des décisions qui vont devoir être faites si on veut garder ces alliances dans un climat hyper compliqué de la Chine, la Russie, les machins, les intérêts communs. Les Saoudiens, par exemple, ont commencé à déblayer leur livre d'école. C'est plus aussi antisioniste, c'est plus aussi antisémite. C'est-à-dire, pour moi, c'est une vraie preuve de leadership courageux. Ça devrait être fait pareil en Israël, dans les Émirats, l'autorité palestinienne, la Jordanie, l'Égypte, etc. On verra. Ça prendra du temps. Merci beaucoup, Merci. Léa Landman, d'avoir été avec nous. On a en tout cas l'été pour y réfléchir. Exactement. Merci à vous. Bonnes Merci. vacances. Passez Et bonnes on se vacances. retrouve, je l'espère, à la rentrée. Au revoir.